Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire qu'on a intitulé GTA, des projets plus longs, plus complexes et plus coûteux vraiment. On va vous présenter un petit peu le marché. On a réalisé une cartographie des solutions de GTA en France en début d'année et on va vous apporter quelques éléments de contexte sur ce marché avec Thierry. Salut Thierry. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Alors effectivement, on a réalisé une étude là depuis quelques mois sur le marché et les acteurs de la GTA en France, qui nous a permis d'interroger les acteurs sur ce marché, mais également de parler avec des utilisateurs et la cinquantaine d'entretiens qu'on a conduits nous a montré qu'il y a quand même une tendance à avoir des projets de GTA plus complexes, plus longs et plus coûteux. Alors la question, c'est de savoir, et c'est vraiment du sujet, c'est de savoir si c'est vérifiable partout, et on va voir que non, mais qu'on est quand même confronté à cette tendance. Alors, rapidement, sans vous dévoiler tous les résultats de cette étude, donc qui va être publiée très rapidement maintenant, normalement la semaine prochaine. Quelques indicateurs clés quand même. Tout d'abord, le marché de la GTA, il est en pleine ébullition en France et il faut certainement remonter à la fin des années 90 pour trouver une telle ébullition sur ce marché. Dans les années 2010 jusqu'au début des années 2020, le marché de la GTA en moyenne a enregistré une croissance conforme au marché des éditeurs de logiciels français aux alentours de 10-11%. Donc c'est exactement conforme à ce qu'on observe sur d'autres secteurs d'activité. Par contre, ce qu'on observe, c'est un emballement depuis le Covid. On peut réellement parler d'emballement, puisque la croissance de ce marché, qui est quand même mature aujourd'hui, a été de plus de 18% en 2024. Alors ce phénomène a été aussi observé au niveau mondial. Il est rapporté par différentes études au niveau mondial. Ce dynamisme, il se retrouve dans les investissements que les éditeurs consacrent à la R&D, et des investissements très élevés. En moyenne arithmétique, ça représente 22% du chiffre d'affaires consacré à l'innovation. Alors, c'est un peu moins vrai, un peu plus faible pour les éditeurs historiques, un peu plus élevé pour les nouveaux entrants sur le marché. Et il prévoit également de recruter pas mal en 2025, et non pas en 2015, avec à peu près 14% de recrutement en plus par rapport à 2024. Ouais, c'est Donc, prévu en tout, 2025, là. Pas 2020, pas le 2015. oui, une petite erreur là. Donc, tout donne l'impression d'un marché qui progresse rapidement, d'un marché très dynamique avec pas mal d'innovations. Mais en réalité, quand on interroge les acteurs, ils sont très prudents pour 2025 et au-delà, donc en raison du contexte économique, du contexte politique en France. Et majoritairement, ils prévoient un ralentissement de la croissance pour 2025. Et entre autres, parce qu'ils redoutent un effet de ciseaux, donc majoritairement, ils disent quand même que les projets de GTA sont plus complexes et plus longs. C'est une tendance qui est observée depuis plusieurs années, qui ne se dément pas. Et d'un autre côté, ils redoutent une baisse des budgets consacrés à la GTA, du fait de toutes les incertitudes économiques qu'on a actuellement. Donc, ils prévoient un effet de ciseaux pour 2025. Et effectivement, on a estimé la croissance sur le marché français à un petit peu plus de 8% pour 2025, ce qui serait quand même une baisse significative par rapport à 2024. Alors, ce phénomène de complexification des projets, on va voir qu'il n'est pas forcément vrai partout, qu'on peut éviter cette tendance avec certaines approches et dans certains secteurs. Alors, qu'est-ce qui joue sur cette complexité croissante? Tout d'abord, il y a une complexité réglementaire qui est croissante. Alors, on ne se rend pas bien compte parce qu'il n'y a pas de grosses mesures depuis les ordonnances Macron en 2018. Il n'y a pas eu de très très grosses mesures du type 35 heures, du type compte pénibilité, qui étaient des choses très structurantes. Mais on n'arrête pas d'ajouter des petites choses à droite à gauche. C'est par exemple l'arrêt de la Cour de cassation récent sur l'application des droits à congés payés sur les arrêts maladie, qui est simplement transposé dans la loi française une réglementation européenne. Il y a des évolutions dans les conventions collectives. On en a un très bon exemple avec la convention de la métallurgie et qui est rentrée en application en 2024.
Bon, eh ben, regardez le calcul des congés payés d'ancienneté de cette convention. On a normalisé le calcul pour les cadres et les non-cadres. On a ajouté une journée pour les cadres dirigeants ou les cadres au forfait. Tout ça fait des nouveautés réglementaires qui doivent être prises en compte dans les projets, qui nécessitent des mises à jour de logiciels chez les éditeurs. Et donc, petit à petit, on n'arrête pas d'ajouter des dispositions réglementaires. Et à plus forte raison, parce qu'on n'en enlève jamais. C'est-à-dire qu'on a un effet de millefeuille. On n'enlève jamais de dispositions passées. On rajoute toujours de la nouveauté et de la complexité. Alors, même si ce n'est pas forcément des choses très complexes dans le cas présent, ça fait quand même des cas réglementaires de plus à gérer. Alors, si vous avez un moment, vous pourrez vous intéresser aux dispositions de la Cour de cassation sociale. J'ai fait l'exercice pour préparer cette T'as un présentation. écho, Thierry? Oui, alors je ne sais pas pourquoi. Bon, Je l'entends effectivement, l'écho. J'ai rien d'allumé autour de moi, donc je ne sais pas. c'est sur quoi? Sur le micro de ton ordi? C'est le micro de mon ordi, oui. On corrigera ça la prochaine fois. Alors, non, je Alors, vais il y a quand mettre. même un point important à souligner, c'est que toutes ces évolutions, elles coûtent aux entreprises parce que bien souvent, ils n'ont pas la main eux-mêmes pour les mettre à jour et c'est des coûts éditeurs supplémentaires qui viennent se rajouter et qui ne sont pas forcément toujours anticipés. C'est ça. Alors, je viens de mettre un casque, j'espère que c'est meilleur. Est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends, Christophe? Ouais, je t'entends. Est-ce qu'il y a toujours de l'écho ou... Bah, moi, j'en ai pas, donc je m'en rends pas compte, mais Bon, ok. Alors, autre facteur de complexité, c'est tous les accords d'entreprise sur les temps de travail. Donc, il y en a 20 000 qui sont signés tous les ans en France. C'est le troisième motif de signature d'accords d'entreprise et qui ont très souvent des particularités. Donc, Renault, c'est passé de la presse à signer un accord très particulier pour le temps de travail de ses cadres. J'étais hier dans un centre auto et je suis tombé sur cette annonce de recrutement que j'ai pris en photo. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'un temps plein, c'est 38 heures. J'ai vérifié dans les conventions collectives, le temps plein, il est bien de 35 heures. Donc, on a derrière des particularités qui sont liées à l'accord d'entreprise avec des modalités de gestion qu'il faut prendre en compte. Donc, tout ça concourt à une complexité. De l'autre côté, on a une judiciarisation qui ne faiblit pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours autant de contestations, alors soit devant l'inspection du travail, soit devant les tribunaux qui portent sur les temps de travail. L'exemple du 1er mai, là, qui a été très médiatisé, c'est un exemple parfait, c'est-à-dire qu'on a une loi qui est très floue, très ambiguë, qui autorise de travailler si on est capable de démontrer une obligation de service. Mais cette notion, elle est très variable. Donc, on a sanctionné des boulangers, mais on n'a pas sanctionné, par exemple, le Starbucks qui était ouvert juste à côté. Et personne n'y comprend rien. Donc, cette complexité, on n'y échappe pas parce que derrière, il y a un vrai risque, d'action administrative ou judiciaire. Donc, le contentieux oblige on ne peut pas faire abstraction de cette complexité. Troisième point, ça joue beaucoup pour la GTA, qui est une application très accédée dans l'entreprise. Les contraintes informatiques augmentent. Alors, tout le monde pense à la sécurité informatique et c'est devenu vraiment un point très pesant, très structurant dans les projets de GTA, prendre en compte toutes ces contraintes de sécurité informatique. Mais il y a également la mise en place du télétravail qui nécessite de déployer les logiciels à beaucoup plus grande échelle. La mobilité avec des applications sur les smartphones, par exemple. Donc, on a un contexte IT qui devient plus complexe pour la GTA, application, encore une fois, extrêmement distribuée dans l'entreprise. Autre point, donc, c'est l'environnement normatif. Alors, on va pas revenir en détail sur tous ces sujets. Il y a de plus en plus de normes qui s'appliquent à la GTA, mais à tous les logiciels et CRH de façon plus générale. Si on regarde simplement Calliope, qui a été mis en place il y a quelques années pour améliorer la qualité des formations, les éditeurs de GTA ont pour la plupart obtenu cette certification. Ça a forcément un coût, c'est-à-dire qu'on rajoute du process, on rajoute des évaluations, on rajoute beaucoup d'organisation sur les formations. Est-ce que ça améliore la qualité de la formation? On ne sait pas très bien le dire. Par contre, ça a forcément un impact sur le coût et sur la charge des projets.
Autre sujet qui a été reporté par pas mal d'utilisateurs, quand on leur demande mais pourquoi est-ce que c'est plus complexe, beaucoup d'entreprises intègrent également des filiales, parfois la petite filiale qu'ils ont en Belgique, qu'ils ont au Maroc ou en Italie par exemple, avec 30 salariés. Il y a une quinzaine d'années, on lui aurait dit bah, écoutez, vous prenez une solution locale, mais on n'en parle pas. Aujourd'hui, la tendance est d'englober ces filiales dans le projet global de l'entreprise. Et forcément, ça rajoute un petit peu de complexité. Alors, c'est certainement pertinent de le faire sur le plan des coûts, sur le plan IT, mais ça rajoute un petit peu de complexité, puisqu'il faut bien sûr mettre en place une application multilingue et prendre en compte les particularités réglementaires de ces pays. L'attente très élevée en matière d'UX rapportée par tous les éditeurs, s'il y a aujourd'hui un sujet où ils sont mis sous pression par leurs clients, c'est bien l'UX, c'est-à-dire ce qu'on va proposer aux utilisateurs. Là, les attentes sont de plus en plus fortes. Et ce qui fait qu'on doit travailler, quand on implémente une solution de GTA, on doit travailler ce sujet, concevoir des écrans, concevoir des navigations qui sont parfaitement adaptées et optimisées. On ne peut plus faire comme on le faisait il y a une dizaine d'années, en dire aux utilisateurs, aux managers en particulier, ben voilà l'écran, tu te prends comme ça et tu te débrouilles. Aujourd'hui, ils vont avoir des exigences plus importantes et on ne peut pas en faire complètement abstraction. Et pour terminer, eh bien, il y a le phénomène que très nombreux constatent, particulièrement les éditeurs qui ont une dominante de gestion de planning, au niveau des exigences sociales des salariés, et les entreprises donc, qui veulent promouvoir l'engagement de leurs collaborateurs. Alors, ces exigences sociales viennent souvent complexifier les projets de GTA. Alors là, un exemple un petit peu extrême qui est passé dans la presse chez EY, dont les consultants ne veulent plus travailler plus de 48 heures. Mais indépendamment de ça, on constate quand même que la relation au temps de travail change. Il y a une demande de flexibilité, de souplesse dans l'organisation des plannings qui est exprimée par à peu près 70% des collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas à travailler moins, ils demandent à ce que leurs exigences personnelles soient mieux prises en compte et donc à avoir plus de souplesse dans leur planning et que l'employeur prenne en compte leurs contraintes personnelles. Donc ça va dans le sens d'une individualisation de la gestion pour prendre en compte des préférences individuelles, définir des plannings qui sont beaucoup plus customisés en fonction de la population et parfois aussi permettre aux salariés d'être eux-mêmes indépendants dans la construction des plannings, alors dans certaines limites. Bien évidemment, on comprend que la prise en compte de toutes ces attentes vient complexifier en particulier la gestion des plannings, mais de façon plus large, toute la gestion des temps. Ben, ça complexifie aussi la question des assurances et de la couverture des salariés pendant leur temps de travail, hein, puisqu'effectivement, si tu pars faire un rendez-vous perso sans prévenir ton employeur et qu'il t'arrive un accident à ce moment-là, qui est responsable? Donc, on va avoir un vrai problème à terme sur cette flexibilité du travail pour gérer notamment l'assurance à la personne. Oui. Et alors, j'ai eu des entretiens avec des responsables de SIRH, par exemple, dans certaines entreprises, qui m'expliquaient que parfois aujourd'hui, même en absence d'accord sur les temps de travail sur ces modalités-là, certains salariés n'hésitent pas à appliquer eux-mêmes leurs attentes, c'est-à-dire à dire, ben voilà, moi, comment je m'organise, et c'est à prendre ou à laisser. Si vous ne voulez pas de cette organisation, voilà, moi, ce que je vous propose, parce que mes contraintes font que je ne peux pas arriver avant 9h ou 9h30, par exemple, je dois absolument partir le mercredi avant 15h, etc. Je le fais. Si ça ne vous convient pas, eh ben, on se sépare et j'irai travailler ailleurs. Ça m'a été rapporté par plusieurs utilisateurs de solutions de GTA, particulièrement dans les métiers en tension, où il est très difficile de retrouver des candidats. Et quand ces candidats arrivent avec des exigences sur l'organisation de leur planning, sur leur temps de travail, etc., il est très difficile de leur dire non. Donc ça, c'est quelque chose. Alors, on pense par exemple à la restauration, où dans la restauration, vous avez un cuisinier qui fait bien son job et qui vous dit, ben moi, je veux plus travailler le dimanche. Qu'est-ce que vous faites?
Parfois, les employeurs n'ont pas le choix que de s'adapter à ces contraintes-là. Et ils essayent de les encadrer, d'éviter des dérives. Mais aujourd'hui, dans un marché de l'emploi, dans beaucoup de secteurs, qui est clairement l'avantage des collaborateurs, on ne peut pas passer outre cet effort d'adaptation. Alors, garder le contrôle sur les projets de GTA, la question c'est de savoir s'il est possible de garder le contrôle sur les projets de GTA tellement il y a de contraintes qu'on vient de voir là. On peut malgré tout atténuer certains effets et éviter des dérives sur les projets que l'on constate régulièrement. Alors, je commence par les aspects techniques et vous allez voir que je vais enfoncer quelques portes ouvertes et certains rappels sont des rappels de bon sens, mais on a parfois tendance à les oublier. Tout d'abord, le SaaS aujourd'hui devrait être une évidence, au moins pour les petites entreprises, les PME, les ETI, mais il y a toujours aujourd'hui des entreprises de 1000, 2000 collaborateurs qui vont développer des solutions on-premises, alors que c'est se créer des difficultés forcément, puisqu'il va falloir créer un environnement, voire plusieurs environnements, maintenir ça dans la durée. On n'a pas forcément les compétences en interne pour le faire. Et très souvent, ça a des conséquences. C'est un facteur de ralentissement sur les projets, tellement les contraintes IT sont fortes. Et une solution SaaS, de ce point de vue, alors ça a des inconvénients aussi, le SaaS, mais de ce point de vue, une solution SaaS est forcément simplificatrice dans les déploiements, puisqu'on n'a plus à se soucier de tous les aspects de conformité IT. Deuxième point, veiller au niveau technologique de la solution et à sa stack technique, c'est-à-dire tous les composants qui constituent cette solution. Il y a aujourd'hui sur le marché des solutions qui ont des histoires solides, mais ce qu'il faut bien s'assurer, c'est que les composants qui sont utilisés sont des composants faciles à déployer et faciles à maintenir. Il ne faudrait pas se retrouver avec une dette technique au niveau de l'éditeur qui a des conséquences sur l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur se trouve freiné parce qu'on utilise des composants qui ne sont pas forcément dans les règles de l'art en 2025 et qui posent des problèmes de déploiement. Donc ça, c'est aussi un point de vigilance. Et puis, troisième aspect concernant les éditeurs, c'est quelle est leur approche? Est-ce qu'ils sont plutôt orientés sur une approche package en disant, ben voilà, je propose un package avec la convention collective de la métallurgie, par exemple, ou de la restauration, ou du service automobile, ce qui ne va pas forcément résoudre tous les problèmes, mais au moins donne une base solide qui va réduire le volume de paramétrage et de personnalisation. Donc, plus généralement, c'est le niveau d'industrialisation de la solution qui est proposé et le pourcentage de fonctionnalités qui vont être traitées en standard versus celles qui vont être traitées par du paramétrage ou de la personnalisation. Donc, ces trois points ont déjà un impact fort pour simplifier le déroulement du projet sur tous les aspects techniques et informatiques. Sur les aspects fonctionnels, donc vous voyez ici une étoile qui représente vos besoins en GTA, vos besoins en fonctionnalité. Chaque pointe, c'est une petite particularité avec un petit danger. Donc c'est des particularités de gestion que vous avez chez vous. C'est des fonctionnalités assez peu courantes que vous demandez. C'est des cas de traitement, des workflows qui sont un petit peu particuliers dans votre organisation. Donc c'est classique dans les projets de GTA, la tendance des utilisateurs est de dire ben non, on est très standard, on applique la convention collective et rien d'autre. Quand on cherche, eh ben, des cas particuliers, on en trouve, et des cas de gestion pas très standards, on en trouve très souvent, y compris dans des petites entreprises. Donc ça, c'est régulier, ça fait partie du métier des éditeurs de GTA. Mais il y a deux façons de voir l'approche. Soit on a beaucoup d'argent, on a du temps devant soi, on a des moyens humains et techniques pour traiter le projet, et donc on peut se mettre dans une approche globale en disant on va tout faire, on va mettre les moyens pour le réaliser et pour prendre en compte toutes nos spécificités de gestion. La deuxième approche, c'est de se dire on n'a pas forcément les budgets qu'il faudrait pour tout faire,
On n'a pas forcément les compétences RH, les compétences IT pour tout traiter. On accepte de ne traiter qu'une partie de nos besoins, 50, 60, 80%, et le reste, on va voir comment on fait. Cette approche-là, on la retrouve régulièrement dans les petites entreprises, des entreprises de 30, 50 personnes qui ont des besoins relativement standards, et il y en a plusieurs qui m'ont confirmé qu'ils avaient réussi à déployer une solution de gestion de planning ou de gestion des temps en 2 ou 3 jours de service éditeur. En acceptant de ne pas tout traiter, c'est-à-dire de faire quelques concessions sur les fonctionnalités, mais en traitant la partie, la partie essentielle du besoin, ce qui permet d'avoir des projets plus concentrés. Alors, cette approche-là, alors c'est pas pour dire tout va mieux en Angleterre, c'est pas le débat, mais j'ai traité suffisamment de projets en Angleterre pour savoir que les Anglais, naturellement, vont vers ces approches simplificatrices. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils vont vous dire, ça, c'est une fonctionnalité qu'on va laisser de côté, c'est trop complexe, ça concerne trop peu de personnes, on accepte de la gérer à la main. Notre culture française fait qu'on a une approche très globale sur les projets, c'est notre système éducatif, c'est tout, qui est une approche très globalisante et quand on a fait un cahier des charges, on attend que 100% des besoins de ce cahier des charges soient traités par la solution. Et c'est là qu'on entraîne de l'inflation sur les projets, parce que très souvent, on va avoir à gérer plein de cas particuliers, et pour certains, l'utilité est discutable. Alors, pour rester dans un cadre qui simplifie le projet, qu'est-ce qu'on a comme levier d'action? Tout d'abord, la normalisation des accords d'entreprise. Très fréquemment, dans des grandes entreprises, vous trouvez des accords différents suivant les entités, suivant les régions, suivant les usines dans l'industrie. Et ça coûte une fortune quand vous avez un déploiement d'une solution avec 10 entités, que vous avez 10 accords sur des temps de travail différents. Alors forcément, ça a un impact majeur sur le déploiement de la solution. Élimination d'exceptions. Il y a très souvent dans les réglementaires d'entreprise des cas qui datent d'il y a très longtemps, des années qui concernent que quelques personnes. Très souvent, éliminer ces exceptions, et c'est souvent possible, simplifie le déroulement du projet. Il faut également mettre des limites à l'individualisation. Je vous ai dit aujourd'hui, les gens imposent dans certains secteurs leurs conditions. On ne peut pas forcément tout accepter. J'ai vu l'autre jour une collectivité territoriale qui se retrouvait avec 300 horaires de travail pour 400 collaborateurs, 400 agents. Et sur ces 300 horaires de travail, il y en a à peu près une centaine qui sont justifiés par la prise en compte de contraintes individuelles. Donc je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais jusqu'où allez-vous aller? Est-ce que demain, vous allez avoir 200, 300 horaires de travail différents uniquement pour prendre en compte des contraintes individuelles? Il y a un moment, on ne peut pas tout faire non plus. Il y a également des limites à l'automatisation. Alors en France, on est très souvent dans ce travers qu'on veut tout automatiser. Parfois, il est plus raisonnable d'accepter un traitement manuel, un traitement Excel à côté, si ça simplifie la solution, plutôt que de chercher à tout automatiser dans le logiciel, ce qui aboutit à faire des choses très complexes. Un des leviers, c'est la négociation sociale. On bute souvent sur ces problèmes quand on déploie des logiciels de GTA, avec des DRH qui disent non, je ne peux rien simplifier, je ne peux rien normaliser, il faut ouvrir une négociation, ça va prendre des années, ça ne va pas marcher. L'expérience montre que ça marche bien plus souvent qu'on le pense et que les partenaires sociaux sont souvent à l'écoute. Quand on leur dit ça, c'est vraiment très compliqué. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps d'une entreprise qui gérait une prime négociée pendant le Front populaire en 1936, qui ne concernait plus que 10 personnes dans l'entreprise, pour un montant mensuel de 15 € maximum. Informatiser ce calcul-là, ça nécessitait 7 jours de consultant. Donc là, évidemment, il faut aller devant les partenaires sociaux et leur dire, voilà, on a cette situation, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer cette prime dans le brut des salariés, ce qui nous permet de simplifier la solution. Donc c'est de la négociation sociale, et ça marche bien plus souvent qu'on le pense. Ça demande un peu d'anticipation, c'est souvent ça la problématique, parce que souvent ces problématiques-là, elles viennent sur la table en cas de changement de solution. C'est ça. Et on se dit à ce moment-là, là, on est en train d'implémenter la nouvelle solution, on n'a plus le temps. Donc effectivement, ça doit être réfléchi et identifié bien en amont.
Alors, je vous donne la réflexion d'un DSI espagnol, c'est une grosse boîte espagnole qui me faisait cette réflexion, qui me disait, donc cette boîte-là, ils ont réussi à déployer SAP pour une dizaine de sites, on time, on budget, euh, et en parallèle, ils conduisaient un projet de refonte complète de leur SIRH, et quand j'ai arrêté de suivre le projet, ils étaient déjà à 1 an de retard, et le type m'a dit qu'ils allaient doubler le budget. Quand je lui ai posé la question, ben, il m'a dit, voilà, dans le cas de SAP, le principe qui a été pris au départ a été de rentrer dans le moule. On ne fait pas de spécifique, ils n'ont fait aucun spécifique. Ils se sont adaptés par l'organisation, mais ils n'ont fait aucun spécifique. Et il m'a dit, le projet SIRH, ben, c'est tout à fait l'opposé. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à rentrer, à modifier les process pour rentrer dans le cadre du logiciel. Et donc, ben, on fait quelque chose de très compliqué et qui fait qu'aujourd'hui, le projet est très très mal engagé. Pour terminer, il y a un autre aspect également à prendre en compte pour limiter les risques sur les projets de GTA, les risques de dérive, la maîtrise des ressources internes. Il y a aujourd'hui un turnover important dans la fonction informatique, dans la fonction SIRH en particulier, dans les entreprises. Et il y a également un turnover très important dans la fonction paye. J'ai rencontré l'autre jour une entreprise de 16 000 salariés euh, où au service paye centralisé, la personne qui avait le plus d'ancienneté n'avait que 2 ans d'ancienneté. Donc ça, c'est un vrai risque également qui accroît les dérives sur les projets de GTA. Et c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte sur les projets au départ, c'est-à-dire est-ce que nous avons une maîtrise suffisante de nos ressources internes? Est-ce que nous avons des personnes en nombre et en stabilité qui connaissent bien notre environnement? Dans le cas contraire, le recours à des cabinets externes peut être une solution aussi pour limiter les risques. C'est-à-dire que cette compétence, cette expertise que l'on n'a pas en interne et qui peut nous coûter cher dans le déroulement du projet, si on ne l'a pas, il faut parfois accepter d'aller la chercher à l'extérieur. Ça coûte de l'argent, mais globalement, à l'arrivée, ça limite aussi les risques de dérive du projet parce qu'on aura des gens disponibles pour les spécifications, toute la phase de recette de la solution et toute la phase d'accompagnement au changement. Donc l'économie que l'on veut faire en traitant parfois complètement en interne un projet peut aussi coûter cher avec l'impact sur les dérives et sur la qualité. Et puis c'est très courant que les équipes explosent en vol aux trois quarts du projet sur de gros projets SIRH, hein, pas qu'en gestion des temps. Donc Oui, c'est quand même une sécurité presque nécessaire, d'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui les collaborateurs ont, quand on regarde les études, ont une durée vie projetée en entreprise de 4 à 5 ans maximum. Et on va aller de plus en plus là-dessus. Donc, quand on voit certains projets SIRH qui peuvent dépasser 2 ans, 3 ans de mise en œuvre de manière modulaire séquencée, il y a un vrai intérêt à faire appel à un cabinet externe qui, lui, va accompagner le projet de A à Z avec tout l'historique. absolument. Donc, en conclusion, alors, cette complexité des projets croissante, augmentation des coûts, elle est réelle. Tout le monde l'a confirmé. Un peu moins vrai dans les PME, PMI, où là, on peut, si on accepte de faire quelques concessions sur les fonctionnalités, on peut toujours déployer une solution de GTA en quelques jours, en étant raisonnable, en acceptant de laisser de côté quelques demandes. Mais le phénomène se vérifie le plus sur les ETI et les grandes entreprises, où là, tout le monde est d'accord, éditeurs, cabinets de conseil, utilisateurs, pour dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement une inflation sur les projets de GTA. Voilà, ces quelques remarques, ces quelques pratiques permettent de limiter le phénomène, mais bien sûr, on ne peut pas totalement le supprimer. Merci à tous pour votre attention. Christophe, je ne sais pas s'il y a eu des remarques ou des questions particulières. Parce que Non, pas spécialement. C'était très clair. Eh bien, merci à tous Merci à tous. et rendez-vous dans quelques jours pour la publication de cette cartographie donc sur la GTA 2025. Merci, bonne journée. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.